qui avaient fait des choses, qui avaient envie de faire des choses. Ces gens n'ont pas envie. Bien, je m'appelle Loïc Le Floch-Prigent, je suis chef d'entreprise, je suis industriel. J'ai été en particulier président de Rhône-Poulenc, Elf Aquitaine Gaz de France et SNCF. Et je suis désormais à la fois président de petites et moyennes entreprises françaises, et puis je participe à un mouvement international qui s'appelle Éthique avec Madame Sophie de Menton. Et puis j'ai créé récemment un cercle qui s'appelle Entreprise et Liberté, parce que je pense qu'il est important de revenir sur les libertés d'entreprise pour réindustrialiser la France et la mettre dans la bonne direction, ce qu'elle n'est pas actuellement. Chaotique. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée qu'il fallait faire des énergies nouvelles intermittentes et aléatoires, c'est-à-dire les éoliennes et le solaire, en rapetissant le nucléaire, et on a fermé Fessenheim, et on n'a pris aucune décision permettant de remettre le nucléaire en place. Et puis, au moment où la guerre en Ukraine a été déclenchée, que les sanctions qui ont été prises ont été des sanctions sur le gaz russe. À ce moment-là, on s'est aperçu que en fait, l'éolien et le solaire, ça marchait au gaz. Alors on l'avait pas dit ça, mais c'est la réalité. Et donc, dans cette mesure-là, on a changé de braquet. On a dit maintenant il faut faire du nucléaire. Et puis, comme on avait dit pendant toute cette période, il faut faire de l'éolien et du solaire, il faut faire de l'éolien et du solaire aussi. Et on oublie toujours de dire que si jamais on met plus d'éolien et plus de solaire, ça dérègle complètement le système nucléaire, on peut y revenir, mais surtout, ça nécessite des investissements considérables sur les réseaux, et ça nécessite des investissements considérables sur des centrales à gaz, puisque en principe, on ne fait plus de centrales à charbon, bien que, comme vous le savez, on en a gardé quelques-unes pour pouvoir piloter les pics de consommation qui sont inéluctables en période. Non, pas du tout. Il s'est trompé. Il s'est trompé contrairement à ce qu'il a dit au journal Le Point, où il dit non, j'ai pas varié. Non, il s'est trompé sur la politique énergétique. Il continue à se tromper. Il continue à considérer qu'il peut exister un marché européen de l'électricité, ce qui est faux. Il ne peut pas y avoir de marché européen de l'électricité. Je l'écris de façon régulière, j'en parle de façon régulière. Il ne peut pas y avoir de marché dans une situation aujourd'hui de monopole structurel, petit a, et surtout du fait que l'énergie nouvelle dont on parle, l'éolien et solaire, est largement subventionnée et par conséquent a une réalité qui est celle du tarif pour les investisseurs. Donc quand il y a tarif pour les investisseurs, il n'y a pas marché. C'est aussi simple que ça. Donc le marché de l'électricité européen n'existe pas. Et on continue à dire qu'il faut le réformer et que ça marche. Donc, je crois que on est dans l'erreur permanente, permanente, permanente. Et cette erreur conduit à la situation très délicate de la France aujourd'hui. Parce que toute civilisation s'est développée avec une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et qu'à l'heure actuelle, on ne veut pas avoir une énergie abondante. On ne veut pas qu'elle soit bon marché et on ne veut pas qu'elle soit souveraine, puisque l'essentiel, l'éolien et le solaire, est importé de Chine. Par conséquent, on est effectivement en politique chaotique, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose, on fait l'inverse, on pense quelque chose, on fait l'inverse, et puis on ne sait plus ce qu'on fait. Et aujourd'hui, dans la mesure où le ministre de l'économie, les officiels français me disent le marché de l'électricité, il faut le réformer, et que la réforme ne vient pas, je dis déjà, vous êtes incapable de réformer, et vous êtes incapable de regarder la réalité en face.
C'est-à-dire que le marché de l'électricité ne fonctionne pas. Et par conséquent, il faut revenir complètement dessus. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, les PME souffrent de façon régulière, disparaissent pour partie. Le nombre de faillites dues à l'énergie a augmenté de façon considérable dans les commerces, c'est les boulangeries, les boucheries, mais chez les coiffeurs. Donc, tous les gens qui ont besoin d'énergie ne peuvent pas supporter une augmentation des prix telle qu'elle est aujourd'hui. Et je dis simplement au gouvernement, depuis 1 an et demi, simplement, il y a une possibilité de s'en sortir si jamais les prix sont dépendants des coûts. Aujourd'hui, les coûts de l'énergie électrique sont des coûts qui n'ont pas varié depuis 5, 6, 7 ans. Par conséquent, il n'y a pas de raison que les prix augmentent d'un facteur 6 ou 7. Donc réfléchissez à ça. Réfléchissez au fait que ça a déjà arrivé dans l'énergie, mais dans d'autres secteurs, en particulier le prix du lait. Les producteurs de lait disaient mais pourquoi est-ce que le lait est si cher dans les supermarchés alors que nous on est réduit à la portion qu'on veut. Et puis les Leclerc, Système U, Intermarché ont dû expliquer comment on passait du coût au prix. Je demande simplement une chose, comment donner l'explication du passage du coût au prix. Si jamais j'ai quelque chose qui a un coût de 50 euros le mégawattheure, comme aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dois le payer 600 ? Qui touche les 550 entre les 50 et les 600 ? C'est ça que je pose comme question, ces questions auxquelles personne ne me répond. Ça fait 1 an et demi que je pose cette question. Bon, il y a les banques, parce que c'est de la spéculation, et puis il y a les spéculateurs qui gagnent de l'argent à partir de choses, puisque les gens qui sont soi-disant des fournisseurs, mais qui ne fournissent rien, qui ne font ni la production, ni la distribution, ni le transport. Donc ce sont uniquement des spéculateurs, et ces spéculateurs, à certains moments, touchent énormément d'argent, et c'est la raison pour laquelle les pauvres entreprises sont en train de crever aujourd'hui. Donc c'est une politique qui est chaotique, parce qu'elle n'a pas d'épine dorsale, mais qui mène au chaos du point de vue de l'industrie, des entreprises en général, et je regrette que les institutions des entreprises, c'est-à-dire en particulier le MEDEF, ne prennent pas ce sujet comme un sujet central de discussion. On a vu que le MEDEF tout récemment a dit mais l'important c'est les impôts. Certes, mais les impôts, on a l'habitude de les subir et on est imposé plus que tous les autres pays européens, mais simplement l'énergie, on avait l'habitude que ce soit le meilleur coût, donc le meilleur prix pour nous, et ce n'est plus le cas, on paie 2 à 3 fois plus cher que nos voisins, et par conséquent nous sommes plus compétitifs. Je suis un peu isolé parce que on s'aperçoit que lorsque on interroge un membre du gouvernement, en particulier les journalistes ou même l'opposition, il pose une question, il y a une réponse, cette réponse est stupide, et plutôt que de reposer une question, on passe à autre chose. Et donc je crois qu'il faut briser un peu la glace à un moment et dire non, vous ne pouvez pas, Monsieur le Président de la République, dire que vous n'avez pas varié sur le plan de la politique énergétique et que vous avez toujours défendu l'industrie nucléaire, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que la situation, on voit bien comment elle est. C'est pas vrai non plus que vous faites le maximum, puisque on fait une centrale nucléaire dans tous les pays du monde en 6-7 ans, et que vous annoncez que vous allez faire des centrales nucléaires en France en 15 ans. Donc il y a un problème. Donc affrontez le problème. Hein, voilà. Et ce problème n'est jamais affronté aujourd'hui dans la politique française, mais pas non plus dans les questions posées à la politique française. Et c'est ça que je regrette. Alors, l'isolation, ou l'isolement, plus exactement, n'est pas total, mais disons qu'il y a peu de voix qui continuent à dire qu'il y a un sujet. Donc, lorsque
le ministre de l'économie ou le président de la République ou le Premier ministre dit la situation s'améliore sur le plan énergétique, les coûts commencent à baisser, bon, c'est pas vrai. C'est vrai, les industriels ont des contrats sur 2 ou 3 ans, et pour eux, ils paient plein pot, aujourd'hui, plein pot. Et ils disparaissent si jamais ils n'ont pas des réserves ou s'ils n'ont pas des niches de production intéressantes. Donc il y a bien un sujet. Affrontons ce sujet, c'est pas la peine de se cacher derrière ton petit doigt. J'ai le sentiment que le déni de réalité qui a apparu il y a plusieurs années, c'est pas Macron qui est arrivé avec le déni de réalité, mais qui est le déni de réalité d'Hollande aussi, et le déni de réalité plus historiquement celui de Lionel Jospin, ce déni de réalité est devenu central dans la discussion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir. Non, ne regardons pas la réalité, fantasmons ce qui existe et regardons plutôt les bons côtés. Alors on regarde, bah tiens, j'ai fait un petit truc là qui est bien. Alors je remonte le petit truc que j'ai fait bien, sans jamais regarder l'ensemble de la situation. Et surtout, ce que je constate sur une 20 ans de politique, un peu de politique fiction, c'est que on ne regarde jamais, lorsqu'on fait un projet de loi, lorsqu'on prend une mesure, le contexte global. C'est-à-dire qu'on regarde la satisfaction instantanée, émotionnelle de la mesure. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Hein. On dit le plastique est en train de ruiner la planète. Très bien, parfait. Donc, il y a du plastique dans les océans, il y a des océans de plastique, etc. Il faut faire quelque chose. Très bien. Bon. Alors, pour ça, on ne va plus produire de plastique en France. Ah bon? Est-ce que c'est ça la mesure qu'il faut faire? Alors, on n'a pas besoin de plastique en France? Ah ben si, on a besoin de plastique. Alors on prend donc une loi qui s'appelle la loi anti-gaspillage et économie circulaire. On dit plus de plastique. Très bien. Pourquoi pas? Et puis, on dit, bah tiens, dans les hôpitaux, s'il n'y a plus de plastique, il n'y a plus d'hôpital. Ah, c'est embêtant. Si jamais. Et on prend l'ensemble et on dit, ah bah oui, le plastique, c'est inutile. Ah bon, bah alors, donc, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est autre chose. Mais on continue, malgré tout, à dire, oui, c'est bien ça qu'il faut faire. Bon. Et c'est l'ensemble des textes de loi portant sur l'environnement sont dans cet esprit. Or, aujourd'hui, le droit à l'environnement est plus important en nombre de pages que le droit au travail. Et le droit du travail, 1910. Le droit de l'environnement, quelques années, 20 ans. Bon. Et les injonctions sont contradictoires. Et on ne regarde même plus les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que lorsque on ferait un projet de loi, on pourrait dire qu'est-ce qu'il y a dans la loi précédente et qu'est-ce qui est compatible ou pas compatible. On ne regarde pas ça. La seule chose, c'est qu'on va présenter le projet de loi, on va se concentrer sur les quelques mesures qui font débat, du point de vue des journalistes, du point de vue des politiques, et on va travailler là-dessus. Mais c'est pas ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que je vous annonce que vous avez beaucoup de plastique dans ce qui vous a amené ici, dans l'instrument que vous avez aujourd'hui, et dans tout ce qui nous entoure. C'est ça la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la remplace par quoi? Si jamais on est arrivé au plastique, c'est que c'est léger. Si on est arrivé au plastique, c'est que bactériologiquement, c'est quand même plus intéressant que, par exemple, le verre, etc. Donc il y a des tas de caractéristiques du plastique qui sont indispensables à la vie. Et c'est ces caractéristiques qu'il faut regarder. Ça n'apparaît pas au Parlement, ça n'apparaît pas au gouvernement, ça n'apparaît pas dans la presse. Et si jamais je prends n'importe quel objet à l'intérieur des mesures prises récemment, je vois qu'il n'y a pas la mesure des conséquences de ce que l'on fait. Non. La loi climat et résilience, il est clair que c'est une loi qui dit surtout ne faites pas d'artificialisation des sols. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On bétonne. Ah, pourquoi on bétonne? Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement que bétonner. Ah oui, mais on ne devrait pas bétonner. Alors on va essayer de désartificialiser un certain nombre de... Tout ça c'est la politique de gribouille. Et donc je crois qu'il faut arriver, puisque la question que vous m'avez posée est totalement légitime, il faut revenir à la réalité.
Et le déni de réalité est une absence de politique. C'est très difficile de répondre à cette question parce que on tombe dans le complotisme que vous connaissez bien. Et moi, je suis pas de. J'avais coutume avec Mitterrand qui voulait savoir ce qu'il y avait derrière telle ou telle position. En disant, vous savez, il y a beaucoup de beaucoup plus d'idiots que de gens intelligents. Voilà. Ce n'étaient pas les termes que j'employais, mais enfin, je veux être aimable en face de vous. Bon, donc je pense simplement qu'il y a il y a une méconnaissance intime, complète de Macron et son entourage des réalités énergétiques. Ces experts ont envie d'être bien vus. Par conséquent, ils arrivent en disant voilà ce qui plaît, par conséquent, je vais dire ce qui plaît. Il n'y a pas aujourd'hui, dans l'entourage du chef de l'État, de grands experts énergétiques comme ont été André Giraud, Pierre Guillaumat, du temps du général de Gaulle, et ensuite de Pompidou et Giscard. Il n'y a pas ça. Hein, vous n'avez pas de sommité. Et on voit bien d'ailleurs le Marcel Boiteux d'hier n'existe plus aujourd'hui, qui était président d'EDF et qui a dit au général de Gaulle et à ses successeurs ce qu'il faut faire, ce n'est pas une filière française, mais il faut faire une filière française à partir de ce qui marche bien aux États-Unis, c'est-à-dire la filière Westinghouse, et ce qui a conduit à la construction de tous les réacteurs nucléaires. Donc on voit bien cette critique de l'expert n'existe plus aujourd'hui dans l'État. Hein, il n'y a pas les personnages qui disent non, ça c'est pas possible, on peut pas faire ça, c'est pas vrai, il faut faire autrement. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on se soumet à une sorte de parole politique qui peut être brillante et qui aujourd'hui pour moi n'a pas d'épine dorsale. C'est-à-dire si jamais on a envie de faire des centrales nucléaires, ça nécessite une politique claire qui est on s'engage dans quoi, à quelle vitesse, avec une autorité de sûreté nucléaire à qui on dit voilà quelles sont les finalités de la politique française. Ça nécessite que l'on dise voilà en attendant ce qu'on va faire. Et ça nécessite qu'on réfléchisse à est-ce qu'on fait on continue à faire de façon désordonnée de l'éolien marin et de l'éolien terrestre, ou si on arrête. Ma position, et je suis prêt à discuter avec n'importe qui sur le sujet compte tenu du contexte français, non pas en général en disant l'éolien et le solaire c'est mal, mais dans le contexte français, ce n'est pas utile aujourd'hui. Par conséquent, ce n'est pas la peine de continuer. Vous êtes dans l'erreur, et je suis prêt à le dire, et le nombre de gens qui m'entourent et qui sont des techniciens de hors pair est extrêmement élevé. Bon, alors, ils n'osent pas forcément parler, mais je vous assure qu'au cours des séances que je fais à travers la France, le nombre de gens qui disent vous avez raison président est en train d'augmenter de façon considérable. Donc ça existe, mais il faut pour cela avoir les oreilles et écouter. Et je pense que le président que j'ai le plus servi, qui est le président Mitterrand, qui avait ses qualités et ses défauts, moi j'aimais bien ses qualités, j'aimais bien certains défauts aussi, et il avait l'oreille. C'est-à-dire que quand on lui disait non attention, il y a un sujet, il écoutait, il disait bon on va quand même réfléchir avant de prendre la décision. Donc là il y a un vrai problème. C'est-à-dire quand je vois le président de RTE qui dit le nucléaire n'arrivera pas à résoudre les problèmes, il faut donc des énergies renouvelables, je crie au secours, il n'a rien compris. Non, on n'a pas besoin d'énergie renouvelable. C'est-à-dire l'énergie solaire et éolienne nécessitera des centrales à gaz.
où sont vos centrales à gaz. Où sont vos centrales à gaz. Si vous avez des centrales à gaz, à ce moment-là, je comprends votre position. Si vous n'avez pas de centrale à gaz, ça ne marche pas. C'est tout. Mais c'est technique. Il y a des choses qui sont discutables, d'autres qui sont moins discutables. C'est-à-dire où on a une expérience, un retour d'expérience, une sorte le fait de ne pas avoir de retour historique très fort autour du président Macron conduit à ce qu'il n'y ait pas de retour historique non plus dans les partis techniques. Or, on sait. On avait en 73, au moment du choc pétrolier, on a réfléchi sur ce qui se passait, on a réfléchi sur les différentes façons de s'en sortir. Donc on a tout ça en caisse, si je puis dire. Bon, il suffit de regarder. Et on a le retour sur l'expérience et on a la possibilité de réagir. Et rien. On continue à raconter la même histoire, qui est une histoire complètement fausse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, dans les endroits où je vais, alors je considère que c'est quand même des endroits français, je ne vais pas qu'en Bretagne, les gens comprennent très bien ce que je raconte. Et disent, bah oui, c'est vrai, s'il n'y avait pas de centrale nucléaire, ça ne marcherait pas. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Simplement, il y a une minorité de gens en France qui sont anti-nucléaires, historiques, en déni de réalité complet, hein, qui continuent à se servir de leur téléphone portable en considérant qu'il n'y a pas d'électricité. Et ces gens-là sont en train de mettre à sac la situation électrique et énergétique française. Donc c'est ça. Bon, et donc il faut les arrêter d'une manière ou d'une autre, et il faut avoir la conviction qu'on va dans le bon sens et expliquer au peuple, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous avez envie? Pour moi, c'est une chanson simple, hein. C'est-à-dire que moi j'ai passé quand même pas mal de temps, comme vous le savez, en Afrique, et la sobriété, je connais. Et la sobriété, pour moi, ça s'appelle la pénurie. Hein. Et la pénurie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à un moment le choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire que lorsque l'énergie baisse, eh bien, il y a un choix de gens qui vont avoir l'énergie et de gens qui ne vont pas l'avoir. Les gens qui vont l'avoir vont continuer à vivre, et les gens qui ne vont pas l'avoir vont mourir. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de politique conduisant à l'énergie abondante et bon marché, si on va vers la pénurie, on va vers le choix entre la vie et la mort, entre les gens qui auront l'énergie et les gens qui ne l'auront pas. Voilà. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Et pour avoir de l'énergie, en France aujourd'hui, si jamais on n'a pas envie de partir sur l'énergie fossile, c'est-à-dire sur le pétrole et le gaz, il faut faire du nucléaire, il faut continuer à faire de l'hydraulique, et puis derrière, il y a des tas de solutions qui peuvent émerger, mais qui sont pilotables. Et l'éolien et le solaire n'est pas pilotable. Par conséquent, s'il n'est pas pilotable, il faut qu'il y ait du pilotable à côté, et ce sera le gaz et le charbon. Donc il faut faire autrement. Alors, mes anciens collaborateurs, puisque je suis président de la société d'Engie aujourd'hui, et Gaz de France, qui s'appelle de GRT Gaz aujourd'hui, il développe l'idée de la méthanisation des déchets agricoles. Je considère que c'est une solution qu'il faut regarder de façon profondément positive. C'est-à-dire qu'on a des déchets agricoles, on peut mettre ensemble quelques exploitations, les revivifier grâce à ça. La méthanisation agricole a trois aspects. Le premier, c'est que les jeunes ménages qui hésitent à faire de l'exploitation agricole parce qu'ils n'ont plus de vacances peuvent avoir des vacances grâce à l'utilisation du personnel des méthaniseurs pendant la période où il n'y a pas trop de culture à faire, et on peut sauvegarder l'exploitation. Deuxièmement, il y a des produits d'épandage, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une augmentation du prix du gaz, par conséquent une augmentation de l'urée, par conséquent une augmentation des engrais. Là, il y a des produits d'épandage qui suppléent à ces produits d'origine gazière. Et puis la troisième chose, c'est que si jamais il y a un réservoir de gaz, on peut substituer l'essence avec le gaz qu'on produit.
je crois que c'est une interrogation du monde occidental qu'il soit comprise par tout le monde. Alors, les Américains sont pas dans le coup parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont un continent, ils ont la puissance, etc. Donc, être à la remorque des Américains en la matière n'est pas une bonne chose. Bon. Et donc, nous sommes, en droit de nous interroger sur le fait que 85% de l'énergie consommée dans le monde, pour 7,75 milliards d'individus, est d'origine fossile, 85%, et que nous sommes en train de raconter que nous allons nous passer d'énergie fossile. Donc on est en droit de s'interroger sur la pertinence de notre politique. Et tant que... Alors on peut, si nous sommes intelligents, on peut dire, ben, sur l'électricité au moins on peut faire des choses. Je vous ai indiqué encore sur le gaz, on peut faire quelque chose, et je vous ai indiqué comment. Mais si on nie la capacité de poursuivre l'énergie fossile pendant le temps de l'énergie fossile, je crois qu'on est en déni de réalité complète. Donc voilà. Et les BRICS, en s'associant avec les dirigeants pétroliers, expriment bien ça. À moyen terme, à long terme, on peut effectivement diminuer ça. Enfin, pour l'instant, l'économie mondiale est pétrolière et gazière. Et vous n'avez jamais pas ça. Donc continuez à raconter. Alors que les Américains continuent à raconter les choses qui sont l'inverse de la réalité, ils sont nous habitués à ça. Mais que nous, pays européens, nous acceptions ça, et que... Nous n'avons pas non plus si jamais nous sommes raisonnables. Ouais. Mais nous ne sommes pas raisonnables. C'est-à-dire que nous ne voulons pas prospecter, nous ne voulons pas exploiter. On n'a pas le droit de prospecter. Oui, nous ne voulons pas. Donc on ne veut pas, on veut plus, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Donc l'ensemble du monde peut fonctionner sans nous. Enfin, nous sommes en train de dire, nous devons être non abondants, chers et pas souverains. C'est ça que nous voulons. Et nous allons vous démontrer qu'on est les meilleurs et que c'est nous qui avons raison. Très bien, ben, faites ce que vous voulez, mais si vous avez envie de vous suicider, vous avez le droit. Disent les BRICS. Je suis d'accord avec eux, vous avez le droit. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que nous sommes les plus nombreux, que nous n'allons pas faire la chose. Ce sont les Chinois qui ont la main mise sur l'ensemble des composants permettant à ces trucs de venir. Ils vont être les moins chers. Et vous avez sabordé votre énergie, votre moteur thermique, alors que 85% de la population mondiale va continuer à avoir des véhicules thermiques. C'est ça que vous êtes en train de faire. Bon, et la seule solution que vous avez trouvée, c'est de dire je vais faire ces véhicules thermiques au Maroc, de manière à pouvoir continuer à les vendre, ou en Chine, parce que j'ai continué à les vendre. Donc la seule solution pour les constructeurs, c'est de dire qu'il faut abandonner l'Europe pour aller à l'extérieur de l'Europe, continuer à faire leur travail. C'est absurde. Donc on voit bien que l'interrogation sur les BRICS, qui est aujourd'hui l'interrogation des journalistes, c'est il y a une sorte de puissance qui va se faire et qui est... Et tout ça, c'est contre le dollar. S'ils veulent avoir cette interprétation, ils peuvent l'avoir. Il y a une autre interprétation qui est de dire les Européens sont en train de disparaître de l'histoire, il faut que nous réagissions parce qu'il ne faut pas que nous soyons entraînés par la fin de l'Europe. Hein, c'est l'autre façon. Cette hypothèse n'est retenue par personne. Bon, je maintiens que c'est la mienne. Et si je suis minoritaire, c'est pas forcément pour ça que j'ai tort. Exactement comme Galilée avec la Terre qui tournait et non pas l'inverse. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas ça qui est en train de se passer. Si jamais on ne veut pas regarder la réalité, effectivement, et l'énergie est quelque chose de fondamental pour comprendre la réalité. Parce que
il n'y a pas de civilisation qui soit restée une grande civilisation si elle n'a pas eu une énergie abondante, bon marché et souveraine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Hein, c'est-à-dire depuis que le monde est monde, ça n'existe pas. Et donc nous, si jamais nous ne voulons pas être abondants, nous ne voulons pas être bon marché et nous ne voulons pas être souverains, je ne vois pas comment nous pouvons nous en sortir. Et, euh, et ce serait intéressant que les Français réagissent le plus rapidement possible, parce que on voit que les Allemands sont en train d'hésiter. Et que les Allemands sont en train, d'une part, il y a une hésitation sur le moteur thermique, puisqu'ils disent, oui, mais si jamais on fait un carburant synthétique, alors c'est peut-être aussi bien, en montrant bien que il suffit qu'il y ait un carburant synthétique en Europe, et par conséquent les moteurs existent et qu'on peut les vendre avec un carburant non synthétique dans les pays qui ont des carburants non synthétiques, ça marche. Donc ils voient bien qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or qui était leur industrie de moteurs thermiques. Mais surtout, le patron du CDU vient de dire, bon ben, si jamais je revenais au pouvoir, je regarderais la façon de rouvrir les centrales nucléaires. Donc on voit bien qu'il y a une hésitation sur et vraisemblablement au sein de la communauté allemande, une interrogation sur le sens de l'histoire en la matière. Nous avons tout pour être dans le sens de l'histoire plus rapidement que les Allemands, parce que les Allemands ont pris un virage anti-nucléaire et complètement absurde, pro-lignite, pro-charbon, etc. Donc on a tout en main, et plutôt que de regarder, on dit on est en retard. On est en retard sur les énergies renouvelables. Et ça n'arrête pas. Je lis la presse, comme vous peut-être, hélas, et je vois que on continue à dire on est en retard, on est en retard, on est en retard. Je ne suis pas en retard du tout. Je suis au contraire en avance. Je suis en avance parce que je considère que le nucléaire va rester, qu'il continuera avec l'énergie fossile et qu'il faut augmenter les rendements. Hein, c'est ça le thermicien qui est dans moi dit qu'il faut augmenter les rendements. Et si on augmente les rendements, on diminue les gaz à effet de serre. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui, à partir de la France, pour moi. J'ai dit que tout ça était hors sol. C'est-à-dire que, c'est ça que j'ai dit et je maintiens. C'est-à-dire que l'industrie, ce n'est pas de l'orientation et ce n'est pas de l'argent. L'industrie, c'est d'abord les hommes et les femmes qui font de l'industrie et qui ont envie de faire des choses ou qui n'ont pas envie. Qui voient des choses, qui ont une vision et qui... Alors après, une fois qu'ils ont décidé et qu'ils ont mis la tête sur le bio en disant voilà j'ai envie de faire ça, après on regarde si c'est bon ou pas. Mais on ne donne pas envie avec uniquement je suis le plus intelligent, voilà ce qu'il faut faire, et je vous donne de l'argent si vous faites ça. Ça s'appelle un effet d'aubaine. Hein, c'est-à-dire qu'on dit vous avez de l'argent si vous êtes conformiste. Les anticonformistes sont les seuls qui ont fait de l'industrie. Hein, quel que soit alors, on combat toujours quelque chose qui est conforme, on n'est pas d'accord avec les autres et par conséquent on fait quelque chose. Donc c'est ça l'idée et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le livre qui s'appelle Capitaine d'industrie en regardant ce qui était fait à partir de 45 et 58. On s'aperçoit que les gens qui ont travaillé sur l'industrie sont des gens qui ont eu envie de faire quelque chose. Quels sont les gens qui ont envie de faire quelque chose et là, on tombe sur moi j'ai envie, moi président de la République, moi mon entourage on a envie de faire ça, ça ou ça, et on va vous donner de l'argent pour le faire. Alors bon, par exemple, je lis pratiquement tous les matins sur un journal ou sur un autre que la civilisation, l'hydrogène va arriver. Bon, moi je veux bien, si vous me dites ça. Moi j'y crois pas, mais j'ai peut-être tort. J'ai le droit d'avoir tort, vous avez le droit d'avoir raison. Ok. Mais misez tout sur l'hydrogène, alors que c'est
le gaz le plus réactif qui existe depuis très longtemps, sur lequel on a misé, et à chaque fois qu'on s'est planté, comme dans les dirigeables, bon, je veux bien qu'on continue. Mais une micro-fissure, une nano-fissure dans un réservoir, et ça explose. Bon, et par conséquent, c'est une civilisation, la civilisation hydrogène, une civilisation dangereuse. Alors, on est là, et anti-nucléaire, anti-ci, précaution, j'adore. Bon, si jamais vous prenez un principe de précaution et que vous dites c'est l'hydrogène qui est la solution, non, vous allez avoir du mal à ramer sur l'ensemble de la France et sur l'ensemble du globe. Moi, on me dit c'est le véhicule hydrogène qui est bon, c'est le véhicule hydrogène qui est bon. Et alors après on me dit il y a l'hydrogène vert, l'hydrogène pas vert, l'hydrogène jaune, l'hydrogène bleu, l'hydrogène... Arrêtez. Vous avez effectivement peut-être raison. Il faut que vous démontriez que vous ayez raison. Ça va prendre du temps. Vous pouvez mettre de l'argent, mais je connais aujourd'hui un industriel qui dit l'hydrogène c'est la solution, très bien. Il est capable de se financer, très bien. Vous le financez en plus, très bien. Est-ce qu'il va peut-être aller plus vite? Mais si jamais vous interrogez l'essentiel du monde de l'énergie et que vous lui demandez est-ce que l'hydrogène est la solution, le monde de l'énergie vous répondra non. C'est une solution peut-être sur certains sujets, mais pas la solution. Il n'existe pas la solution. Hein? Jamais il n'existe la solution. Donc si jamais nous sommes aujourd'hui dans la panade et que sur l'énergie, c'est parce que nous avons trop considéré qu'il y avait une solution. Alors la solution nucléaire, elle est valable jusqu'à 70% de l'énergie électrique, pas au-delà, parce que l'énergie nucléaire n'est pas une énergie hyper flexible. Il faut des moments où entre l'instant où vous avez envie d'augmenter la puissance ou de diminuer la puissance et le moment où vous arrivez à le faire, eh bien, c'est pas instantané. Donc, on est tombé sur l'hydraulique et puis un ensemble d'éléments pilotables dans le gaz. Et donc, c'est pas la solution. L'hydrogène n'est pas la solution, pas plus que ça, puisqu'il faut savoir d'où il vient. Et alors, on est en train, par exemple, de dire comme on a de l'énergie intermittente, on va faire l'hydrogène. Et il faut faire des électrolyseurs. Ah, très bien. Vous avez déjà fait un électrolyseur? Ah bah non, j'ai jamais fait un électrolyseur. Ah bon, très bien. Vous savez comment c'est foutu? Ah non, je ne sais pas. Ah bon, très bien. Mais c'est intéressant de savoir que l'électrolyseur, ce qu'il aime bien, c'est une énergie continue. Comme ça, il fait l'hydrogène, c'est mieux. Et si jamais on arrête l'électrolyseur, quelquefois il ne redémarre pas, ou il démarre avec un rendement inférieur. Donc c'est plus compliqué que ce que vous dites. Ah ben non, il faut... Donc, on ne connaît rien et on décide. Bon, et donc il y a un sujet qui est celui de savoir si ce sont des intellectuels qui sont capables de dire voilà ce qu'il faut faire, ou si ce sont les gens qui ont envie, qui savent. Moi, je suis quelqu'un qui a envie depuis l'origine, je suis industriel maintenant depuis 60 ans, et c'est ce que j'ai envie de faire. J'essaie de m'assurer que ce que j'ai envie de faire n'est pas idiot, et ensuite, comme j'ai envie de le faire, je mets la tête sur le billot pour arriver à le faire. Voilà. C'est ces gens-là qui ont fait l'industrie française, et c'est ces gens-là qui la feront demain. Et c'est pas M. Macron et ses boys. Non, pas la peine. C'est pas eux qui savent. On dit, j'ai envie de faire l'industrie des océans. Très bien, faites-le. Faites-la. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a envie de faire l'industrie des océans? S'il y en a eu, vous l'aidez, effectivement. Mais si jamais il n'y a pas, vous n'avez pas généré des gens qui ont envie de faire ça. Et donc il y a une méconnaissance de la façon dont l'industrie se fait, et que cette méconnaissance qui me conduit à dire hors sol, conduit à faire des bêtises. Et à dire, voilà les orientations que je veux. L'industrie verte. Qu'est-ce que c'est que vert? Moi je suis vert. Plus vert que moi on meurt. Non, mais moi je suis vert, par naissance. Moi je défends l'environnement, j'aime bien... Ok, très bien, je suis vert. Mais vous faites quand même de l'industrie triviale. Ben oui, je fais de l'industrie triviale. Il faut bien qu'il y ait des petits bouts de ferraille, des petits bouts de machin, etc. La métallurgie. Il faut bien que je fonde. Pour fondre, il faut avoir des températures élevées, il faut que j'ai l'énergie. C'est très trivial. C'est pas une application informatique, c'est pas ça. Mais le monde réel n'est pas qu'uniquement une application informatique. Vous avez des tables, des chaises, des vêtements, vous avez tout ça. Quand vous faites, ça n'existe plus, ça. Bon. Ça existe. Donc il faut bien qu'il y ait l'industrie correspondante. Et
Et ça, c'est complètement méconnu par ces jeunes gens qui parlent de l'industrie, comme s'ils la connaissaient parce qu'ils sont passés 1 ou 2 ans dans l'industrie. Moi, ça fait 60 ans que j'y suis. Ça fait 60 ans que j'y reste, puisque je continue à être industriel aujourd'hui, et que j'aime. Mais j'aime une industrie qui est proche des réalités et qui permet la prospérité. Et la prospérité, ça nécessite que on achète le moins possible et qu'on vend le plus possible. Hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, je n'ai pas ressenti dans les propos du chef de l'État, pas plus que des gens qui l'entourent, de connaissance intime de ce qu'est le monde industriel. Et c'est ça que je regrette. Il y a 2 questions dans la question. La première question, c'est est-ce que nous avons la politique de fonds propres permettant aux entreprises de se développer? La réponse est non. Et donc ça a été l'objet d'énormément de travaux que j'ai effectués, de livres que j'ai écrits. C'est-à-dire que si jamais nous ne résolvons pas le problème de la capitalisation des entreprises en France, nous sommes foutus. Et cette capitalisation, elle vient aujourd'hui de l'extérieur avec certes des fonds souverains, en particulier des pétroliers saoudiens ou norvégiens qui ont de l'argent parce qu'ils vendent du pétrole et qui peuvent comme ça thésauriser, mais également des fonds de capitalisation de la retraite. Donc le fait de ne pas avoir voulu reprendre le dossier des fonds de retraite en parlant des fonds de pension a été une erreur historique française, erreur historique qui a commencé très tôt, mais qui a été dans le moment le plus crucial a été 97. 97, on a dit la démocratie, la France, c'est la répartition. Et on n'a pas voulu bouger de là en disant si jamais on fait des fonds de pension. Or, il y avait des textes qui permettaient de faire des fonds de pension. Non, 97, c'était la barrière. Et donc, on se fait racheter par des fonds de pension, c'est-à-dire par la retraite des autres, et nous, on n'a pas la possibilité. Alors, si jamais on prend cette position, il faut dire qu'est-ce qui est le substitut possible à ça? Le substitut possible, c'est l'assurance vie, sur lequel on a aujourd'hui 2000 ou 3000 milliards. Bon. Et à ce moment-là, il faut dire l'assurance vie est autorisée à prendre des risques industriels. Et l'idée de base pour moi, c'est vous avez un pays qui fonctionne. Ce pays, si jamais il fonctionne bien, les retraites vont être prospères. Si jamais il fonctionne mal, les retraites vont être nettement diminuées. Parce que c'est ça la réalité de la vie. Et le fait de dire c'est seulement les gens qui travaillent qui vont payer la retraite conduit à ne pas donner cette responsabilité au pays dans son ensemble, y compris les retraités. Les retraités doivent comprendre que si le pays va mal, ce n'est pas leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont leur permettre d'avoir la retraite, mais c'est le pays dans son ensemble qui va payer la retraite. Donc on n'a pas réglé le problème de la capitalisation. En ne réglant pas cette question, on a des difficultés. On a des difficultés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui a besoin d'investir de façon forte pour exister encore dans 5 ou 10 ans,
cette entreprise n'a pas la capitalisation qu'il faut pour s'en sortir, eh bien, euh, elle est en vente et c'est celui qui a le plus d'argent qui va pouvoir acheter. Et il manque de l'argent partout. C'est ça la réalité de la France. Alors, le nombre de bijoux de famille qui sont partis sur les 30 ou 40 dernières années est extrêmement important. Il n'y a pas eu que Alstom. Il y a eu Rhône Poulain, qui est la société que j'ai dirigée, il y a eu Péchinet, il y a eu les Ciments Lafarge, enfin, il y a eu d'une façon une partie de Technip, etc. Bon, tout ça est lamentable, mais est directement lié à l'absence de fonds propres. Alors, il n'en reste pas moins que lorsque l'intérêt de la France est en jeu, il faut essayer de trouver des solutions malgré ce contexte difficile. Et c'est là que la politique de M. Hollande, puis de M. Macron, a été indigente. Et c'est le dossier Alstom qui l'a de toute façon symbolisé. Parce que comme le dossier Alstom avait été récupéré avec une nationalisation de fait par le président Sarkozy et qu'il avait été sauvé, le fait de l'abandonner à la fin a montré la différence de politique. Hein, mais c'est simplement, pour moi, c'est un symbole de l'abandon. Et ce symbole de l'abandon continue à être à mettre en difficulté à la fois la présidence Hollande et la présidence Macron. Parce qu'il a fallu quand même obéir à ce que j'avais dit, à savoir que si jamais on voulait une politique nucléaire, il fallait avoir la maîtrise des turbo-alternateurs qui avaient été vendus à General Electric, il fallait racheter. Hein, donc c'est ce que j'avais dit depuis le départ dans un article sur le sujet qui était paru dans le journal Le Monde, qui s'appelait Le mouton noir se rebiffe, puisque le président Mitterrand m'appelait le mouton noir, j'avais dit voilà, je le rebiffe, ça doit passer. Donc c'est le sujet Alstom est un symbole de l'abandon, et ce symbole de l'abandon continue avec un certain nombre de choses qui arrivent aujourd'hui, parce qu'on n'a pas résolu le problème de fonds propres, et qu'on se trouve ennuyé à nationaliser entre guillemets, puisque l'État aujourd'hui, avec certes des participations importantes, qu'il est plutôt enclin à vendre, il n'est pas enclin à en prendre d'autres, et de façon générale, il n'est pas un bon gestionnaire. Alors, pourquoi est-ce que l'État est un piètre actionnaire? Hein, question. Ouais. C'est un fait. Hein, vous dites quelque chose qui est un fait, un piètre actionnaire. Parce qu'il n'a jamais d'argent pour remettre. Or, lorsque vous êtes un gestionnaire, lorsque vous avez des perspectives, il faut remettre de l'argent. Remettre de l'argent dans une entreprise est extrêmement compliqué lorsque vous avez un endettement aussi important que l'endettement français. C'est-à-dire que vous êtes plutôt enclin à vendre qu'à acheter. Or, lorsque vous êtes le gestionnaire d'une entreprise qui doit marcher, vous devez remettre l'argent au pot. Là, on ne peut jamais remettre l'argent au pot. Hein, c'est ça la difficulté. Mais la deuxième difficulté, qui est récente, enfin, plus récente que celle-là, c'est qu'on met à la tête des entreprises des gens qui obéissent à l'État. Or ça, c'est impossible. C'est-à-dire que nous avons décrit avec Pierre Dreyfus en son temps le fonctionnement de la régie Renault en disant s'il n'y a pas autonomie de gestion, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. L'autonomie de gestion, ça nécessite à dire que si jamais j'ai un problème avec mon entreprise, je le résous moi, dirigeant d'entreprise, et je ne vais pas demander à l'État de le résoudre à ma place. Bon. Et lorsque, vous vous souvenez que j'avais repris la SNCF lors de la grève de 1995, j'avais dit je veux bien reprendre la SNCF,
Mais petit 1, je suis président directeur général, c'est-à-dire c'est moi le patron, il n'y en a pas d'autre. Et c'est moi qui décide de ce qui est fait. Bon. Alors ça avait été plus ou moins accepté en parole par le ministre Ponce, Bernard Ponce, et puis il était revenu à la charge en disant, bon alors j'aimerais que vous fassiez ci et ça. Et je lui disais, non, monsieur le ministre, attention, moi vous m'avez demandé de venir, je vous ai demandé l'autonomie de gestion, et par conséquent c'est ça que je vais faire, mais si vous voulez prendre la présidence de la SNCF pour vous, je veux bien vous la donner, parce que je n'ai pas demandé, c'est vous qui m'avez demandé. Hein, bon. Et lorsque les derniers présidents ont été nommés, quel que soit l'endroit, je ne vais pas les caractériser, à chaque fois il y a eu une feuille de route, et je dis, bon, s'il y a une feuille de route, il a accepté, il a accepté. Moi, je n'aurais pas accepté la feuille de route telle qu'elle a été définie par l'État. Mais je n'ai pas la science infuse, très bien. Mais une fois qu'il a la feuille de route, il n'y a plus d'État. Il est autonome. Or, à chaque fois, par exemple, sur la SNCF ou sur EDF qu'il y a quelque chose, l'État parle. L'État a pu parler. Vous avez nommé un président, vous avez fait une feuille de route, c'est fini. Bon. Donc l'État est un mauvais actionnaire parce que finalement, à la fois, il a envie d'agir sur les entreprises parce qu'il les possède, et qu'on demande à l'État des comptes sur les entreprises en question, alors que c'est au chef d'entreprise qu'il faut demander des comptes. Voilà. Donc il y a une relation biscornue en France avec les puissances en cause, et cette relation doit disparaître. C'est-à-dire soit on donne l'autonomie aux entreprises, aux chefs d'entreprise, et alors on lui donne l'autonomie, et dit voilà. Soit on ne lui donne pas l'autonomie. S'il donne pas l'autonomie, il n'y a plus d'entreprise. Alors à ce moment, on revient à la fonction publique, et c'est des fonctionnaires. Mais les entreprises ne sont pas des endroits où on peut agir en fonctionnaire, c'est-à-dire que c'est l'intérêt de l'entreprise qui est en jeu. Donc moi, je considère que lorsque on me demande quelque chose qui est contre l'intérêt de l'entreprise, c'est l'entreprise que je veux défendre, et cette entreprise me conduit à dire, et ça a été ça le passé puisque j'étais président d'entreprise nationalisée publique pendant un certain temps, je dis, écoutez, si vous voulez faire ça, je m'en vais. Faites comme vous voulez. Mais ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise. Je suis là pour défendre l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour des entreprises publiques importantes, qui sont la SNCF et EDF, si jamais nous voulons revenir à une position raisonnable, pour arriver à des résultats, à l'efficacité, ben, il faut revenir à l'autonomie d'entreprise. Je ne peux pas admettre que le ministre de l'économie ou le ministre des Transports répondent aux questions sur le fonctionnement de la SNCF-EDF. Je ne trouve pas ça raisonnable, pas ça responsable, et je trouve ça mortifère. Et je le dis comme je le pense devant vous aujourd'hui, et je l'ai toujours dit. Hein, et j'ai indiqué même, au moment où les présidents étaient nommés, j'ai dit l'important, c'est de savoir si ils vont désobéir ou pas. Et si, comme on posait la question, est-ce qu'il y a un conseil que vous voulez leur donner? Et je dis désobéissez. Parce que il faut défendre l'entreprise. Bon, et aujourd'hui, je considère que les entreprises dont je viens de parler ne sont pas correctement défendues par l'autonomie de gestion. J'ai beaucoup dit que l'industrie était une affaire d'hommes et de femmes qui ont envie de faire les choses. Je crois que on est en train de vivre une période où dans tous les secteurs d'activité, le problème est de savoir ce que les gens ont envie de faire ou pas. Hein, dans le domaine de la santé, est-ce que les médecins ont envie de continuer à soigner les gens ou pas? Est-ce que les infirmières ont envie de continuer à soigner les gens? C'est par conséquent pour moi la vie une question de vocation. Est-ce que j'ai envie de faire des choses?
De la même façon que vous sentez une vocation de journaliste, que vous avez, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de montrer, j'ai envie de... Et il faut revenir à ça. Tant que nous ne sommes pas revenus à ça, tant que nous avons le sentiment qu'il n'existe pas d'hommes et de femmes qui ont envie de faire des choses, mais qu'il existe des tableaux Excel qui déterminent si vous avez tort, raison, etc. Tant qu'on n'est pas revenu à la vocation, on ne peut pas s'en sortir. J'ai été président de la SNCF, j'ai aimé cette entreprise parce que les gens, les cheminots, avaient vocation à faire rouler les trains. Ils ont vocation. Et c'était ça qui était le principe de vie pour eux et le principe de la vie de la société SNCF. Je l'entends critiquer de toutes parts, à juste titre, parce que son fonctionnement est épouvantable. Mais il ne peut revenir à un fonctionnement et l'ensemble de l'entreprise France est dans cet état que si on laisse les gens s'exprimer, prendre en main leur vocation, leur place dans la société et faire marcher les entreprises, quelles qu'elles soient, qui sont le sel de notre pays. Si jamais il n'y a pas d'entreprise, le pays disparaît, c'est bien. Ce n'est pas les fonctionnaires qu'il faut tourner, c'est les entreprises.